Durant ma présentation, je veux commencer par une introduction, suivie par parler de mon capteur de particules spécifiques. Après, je vous présente la partie de l'expérience suivie par les résultats et je clôture par une conclusion avec les perspectives. Comme on sait tous que les particules fines nous envahissent, elles sont considérées comme une source majeure de préoccupation pour la santé et beaucoup plus précisément dans la qualité de l'air, que ce soit intérieur et extérieur, car ils sont une source principale des maladies cardiovasculaires, respiratoires et ils sont une source principale d'un taux très élevé de mortalité et de morbidité. Et pour moi, le critère le plus important pour étudier l'effet de ces particules sur la santé, c'était la taille de la particule. C'est pour cela que j'ai choisi à travailler avec les compteurs de particules pour les comparer avec un capteur de particules qui mesure la concentration en nombre. Et pour étudier ces capteurs, on a les deux types, comme j'ai déjà dit, que ce soit les compteurs de particules comme le GRIM et le SMPS. Ils ont une très grande fiabilité, mais leur problème est qu'ils sont très chers. Tandis que si je travaille avec le capteur de particules, il sera très petit, pas cher du tout, portable, autonome, avec une grande résolution spatiale et temporelle. Mais la question qui se demande, est-ce qu'on a confiance à ce type de capteur? Est-ce que ces résultats sont fiables? D'où l'objectif de mon travail, c'était d'étudier la métrologie de ce capteur de particules, que ce soit en tant que fiabilité, sensibilité, dérive, pour savoir s'il fonctionne bien dans les conditions environnementales différentes, que ce soit la température, l'humidité relative ou la pression, ou on va savoir s'il fonctionne bien même en fonction de la particule, de son type, de sa nature et de sa taille. Le capteur de particules que j'ai utilisé, c'est l'OPC Sensor HKA5. C'est un capteur commercial, on l'a acheté, c'est en noir, et on l'a développé au sein du laboratoire LOA, tout en l'intégrant dans ce boîtier jaune, et encore en intégrant le software qui nous permet de récupérer les données et de les stocker. Et tout ce qu'on sait sur ce capteur, qu'il est commercial, il mesure 6 classes de taille allant de 0,3 à 10 micromètres et les concentrations massiques qui sont la dérivée secondaire de la donnée brute qui est en nombre, PM1, PM2.5 et PM10. Et dans cette fiche technique qui est fournie par le constructeur, on voit les gammes de température, d'humidité dans lesquelles ce capteur il est censé fonctionner très bien. Je viens de vous montrer maintenant ma procédure expérimentale. Comment l'expérience a été faite? Tout d'abord, j'ai déployé 10 capteurs de ce type-là dans une chambre de simulation atmosphérique qui est CHARMM. Cette chambre, elle est dans le laboratoire LPCA de l'Université Côte d'Opale à Dunkerque. Dans la deuxième figure, on voit la vue d'interne, comment ces capteurs ils sont déployés à l'intérieur de la chambre. Et dans la première figure, on voit comment les compteurs de particules, le SMPS et le GRIM, étaient à l'extérieur de la chambre. Et comment j'ai fait durant mon expérience? J'ai injecté 3 types différents de particules, la silice, le NaCl et la nigrosine, à l'intérieur de la chambre et j'ai comparé la réponse des capteurs qui sont à l'intérieur de la chambre par rapport à la réponse du GRIM et de SMPS qui sont été à l'extérieur. J'ai appelé cette manip CHARMM manip, tandis que dans un second lieu, j'ai fait une autre expérience en conditions réelles qui a eu lieu pendant 20 jours au sein d'un bureau normal d'un laboratoire qui est le LOA, dans le bâtiment P5 du campus de l'Université de Lille. Et voilà, ce sont mes premiers résultats. Je viens pour vous parler maintenant comment j'ai travaillé. Tout d'abord, j'ai travaillé sur la concentration en nombre, pas sur la concentration massique car c'est la donnée brute. Et comme on voit ici, ces deux graphes nous montrent le profil temporel durant 10 jours de manip au sein de la chambre CHARMM. À gauche,
on voit pour 3 capteurs la concentration en nombre pour la classe de taille entre 0,3 et 0,5 microns. Et la concentration maximale mesurée ici, c'est lors de l'injection de NaCl le 20 février et c'est équivalent à 3 fois 18 particules par mètre cube. Tandis que, à droite, pour les 3 autres capteurs, j'ai une concentration maximale de 3 fois 17 particules par mètre cube pour la même classe de taille et pour la même injection. Ce qui me permet de dire que moi, j'ai acheté 10 capteurs qui sont identiques. C'est censé avoir la même réponse, mais en fait, j'ai trouvé 2 différentes réponses. C'est vrai que le comportement, c'est similaire, mais la concentration maximale, elle est différente pour la droite et pour la gauche. Donc, ce que je peux dire, que j'ai 2 groupes de capteurs distincts au sein de même type. Et en plus, la concentration maximale ici, elle est 3 fois 18 particules par mètre cube, mais en concentration massique, elle était équivalente à 550 microgrammes par mètre cube pour le PM1. Et ce que je peux dire encore sur ces 2 graphes, que moi, quand j'ai injecté le 14 février le SiO2 4 microns, moi j'étais censée avoir seulement des particules entre 2,5, 5 ou 5 et 10 micromètres. Mais ici, sur la classe de taille de 0,3 0,5 micromètres, j'ai trouvé une concentration pas mal de ces particules-là qui sont de grosse taille. Donc, ce que je peux dire, que j'ai un problème durant la génération des particules. Maintenant, après avoir dit que j'ai 2 groupes de capteurs au sein d'un même type, je me suis restreint sur un seul groupe, qui est le deuxième groupe, et j'ai comparé maintenant les différentes classes de taille. J'ai pris la classe de taille entre 0,3 et 0,5 à gauche, et à droite, j'ai pris la classe de taille entre 5 et 10. Comme on voit ici, que pour la première, comme on a déjà dit, la concentration maximale, c'est 3 fois 17 particules par mètre cube sur la classe de taille 0,3-0,5 microns. Et pour celle à droite, pour la classe de taille entre 5 et 10 microns, la concentration maximale, c'était 4 fois 16 particules par mètre cube. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Tout d'abord, cette concentration maximale pour la classe entre 5 et 10, elle est équivalente à une concentration massique de 1100 microgrammes par mètre cube pour PM10. En plus, je veux noter et signaler le même problème que j'ai retrouvé avant, que ici, quand j'ai injecté le SiO2 0,5 microns, j'ai trouvé une grande concentration de ces petites particules dans la classe de taille 0,3-0,5, mais en même temps, j'ai trouvé encore une grande concentration de ces particules, des particules qui sont entre 5 et 10 lors de cette injection des particules. Et par suite, c'est un grand problème qui a eu lieu durant la génération des particules. Et comme on voit encore, si on regarde les 3 derniers pics ici, du jour 21, du 21 février, 22 février et 23 février, on voit que le temps de décroissance, il est beaucoup plus petit que le temps de décroissance pour ces mêmes réactions, pour ces mêmes injections pour la classe de taille entre 0,3 et 0,5 micromètres. Donc, ce truc-là nous permet de caractériser la chambre, de caractériser l'homogénéité et le temps de réponse. Et ça peut être dû car les grosses particules tombent beaucoup plus rapidement que les petites particules qui ont l'intérêt de se diffuser beaucoup plus dans la chambre. Et maintenant, après on a vu les séries temporelles, on va comparer les capteurs dans un même groupe entre eux. J'ai comparé le deuxième groupe qui contient capteurs 10, 11, 13 dans la manip de Charme et dans la manip de P5. Et ici, on voit les droites de régression de capteur 11-13 par rapport au capteur 10. Et ce qu'on peut dire, que dans le même groupe,
je n'ai pas la même réponse. Le capteur 13 ne réagit pas de la même façon que le capteur 11. Mais ce que je peux dire comme bien qu'ils sont très bien corrélés entre eux. Et la concentration maximale dans des conditions réelles était 3 fois 10,6. Pour la manip char, on est à concentration 10 fois plus grande que la concentration qui a eu lieu dans P5. On a les mêmes réponses que pour P5, mais ce qui est très bien ici, qu'on a les mêmes coefficients de régression, la même pente entre char et P5. Donc, ce que je peux dire, que dans des concentrations normales ou même dans des concentrations très élevées, les capteurs réagissent de la même façon. Donc, je peux déployer mon capteur dans n'importe quelle condition. Et tous ces résultats, ils ont été validés pour toutes les classes de taille et toutes les concentrations massiques. Maintenant, après avoir parlé de mes capteurs, des groupes et tout ça, je viens à comparer ces capteurs-là au compteur de particules. J'ai choisi à comparer tout d'abord avec le GRIM, car il mesure jusqu'à 20 micromètres, tandis que le SMPS, il ne mesure que les particules submicrométriques. J'ai pris un capteur du premier groupe, un autre capteur du deuxième groupe, et j'ai comparé les concentrations massiques par rapport au GRIM. Comme je vois ici que j'ai une bonne corrélation entre le PM1 du GRIM et le PM1 du capteur 19 du groupe 1, sur presque toute la gamme de concentration. Et pour PM12, qui est de l'autre groupe, j'ai une bonne corrélation jusqu'à 50 microgrammes seulement. Et après, la courbe dérive, d'où la correction elle est nécessaire. Mais ce qui est bien quand même, que l'algorithme qui transforme la donnée brute du capteur en donnée de concentration massique, il marche bien quand même jusqu'à 50 microgrammes par mètre cube, et ce qui est énorme en conditions réelles. Donc, on peut le corriger et l'utiliser. Pareil pour les PM2.5 et les PM10, j'ai comparé les réponses du capteur 19 et 12 par rapport aux réponses du GRIM, que ce soit PM2.5 et PM10. Est-ce que je peux dire que ces capteurs surestiment la réponse du GRIM? Il y en a une bonne corrélation, pas de pente 1, mais je peux voir cette corrélation. Juste une correction, elle est nécessaire pour faire confiance à ces trucs-là. Et pour conclure, je commence par parler sur notre protocole expérimental qui a eu lieu à Charles. Je peux dire qu'il n'était pas parfait. Il y avait beaucoup de problèmes. Un problème de la génération des particules, un problème de travailler peut-être avec des concentrations très élevées, un problème de l'humidité relative. L'humidité était à seulement 6% à l'intérieur de la chambre. Un problème que la chambre n'était pas homogène. La chambre, elle n'est pas jusqu'à le moment caractérisé à 100%. C'est pour cela, le temps de réponse, il est très grand. Et il y en a une différence entre la réponse du capteur et du GRIM. Et peut-être ça peut être dû à un problème de transfert, car le GRIM et le SMPS étaient à l'extérieur de la chambre et non pas à l'intérieur. Donc peut-être on peut les déployer à l'intérieur de la chambre dans les expériences de la prochaine fois, pour se débarrasser de cette erreur-là. Et pour parler de nos capteurs, on peut dire qu'on a deux groupes de capteurs qui sont très homogènes entre eux, et on peut dire qu'il y en a une cohérence entre la manip P5 et la manip de Charles, même si on a travaillé dans des intervalles de concentration qui sont très différents. Et pour la comparaison de notre capteur avec le GRIM, une correction, elle en est nécessaire pour toutes les classes de taille, pour les PM2.5 et PM10, et pour le PM1 d'un seul groupe. Mais, quant à moi, je peux dire que mon capteur, il est adapté à être utilisé dans n'importe quelle condition. C'est vrai, il ne me donne pas la concentration vraie en numérique, mais quand même, il me donne une mesure indicative de ce qui se passe autour de moi. Et ce travail, ce n'était pas terminé. On veut le continuer
en étudiant l'effet de type de particules, de l'humidité relative, de la température sur la réponse du capteur, que ce soit dans le monde réel ou dans des conditions du laboratoire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer à quelques questions. Bonjour, Michel Thibaudon, RNSA, PPA. Je ne comprends pas tout à fait. Le GRIM et le SPS n'avaient pas les sondes à l'intérieur de la chambre? Quoi? Les sondes des appareils GRIM et l'autre SPS? Ils étaient à l'extérieur de la chambre. Les appareils, oui, mais les sondes de mesure. Il y avait des tuyaux qui reluaient. Ah voilà, donc les sondes étaient bien à l'intérieur de la chambre. Voilà, je suis rassuré. Oui, mais l'injection était au milieu de la chambre. La chambre, elle est D'accord, grande. peut-être pas homogène Oui, dans la chambre, mais oui, d'accord. Mais je suis totalement rassuré. Le problème de l'homogénéité Merci. de la chambre peut poser un problème de transfert. C'est pour cela. Hello, Silvia Davila from Institute for Medical Research, Occupational Health from Croatia. You said that you use GRIM as your reference methodology for particle matter. And my question is, did you use raw data from GRIM or you validate the data from GRIM? Je crois que la question, c'est vous avez utilisé un GRIM. Est-ce que vous avez utilisé les data brutes, raw data, ou des data où vous avez traité les données, process de data? Yeah. OK, on a utilisé les données brutes du GRIM et on a insisté à travailler sur les données brutes car ce sont les données primaires qu'il n'y a pas de problème avec eux. Si je veux travailler avec des données dérivées comme la concentration massique et tout ça, ça va être une donnée secondaire qui dérive d'un algorithme qui prend que toutes les particules sont sphériques, qu'on a une densité précise, tout ça précis, et ce n'est pas le cas dans mon travail. C'est pour cela que j'ai choisi à travailler avec les conditions et les données qui sont brutes. Thank you. Oui, vous avez donc fait le travail essentiellement sur des particules minérales, la NaCl et CO2, et à la fin, vous avez fait allusion à une extension des mesures sur d'autres polluants. Est-ce que vous allez prendre en compte, par exemple, le nitrate d'ammonium pour les particules minérales? Et comment allez-vous aborder, si c'est pas trop tôt, enfin, pas prématuré comme question, les particules organiques? Parce que la famille est large. Est-ce que ça poserait des problèmes de métrologie? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à cette question? Nous, on n'a pas commencé à étudier les particules organiques. On a tout d'abord utilisé la silice car c'est une particule sphérique dont on connaît bien son diamètre. C'est pour cela qu'on l'a injecté dans sa chambre pour pouvoir bien comparer les résultats à ce qu'on a en réalité. On a travaillé sur NaCl. On n'a pas encore arrivé à des résultats sur l'effet de la nature de la particule de NaCl sur la réponse du capteur, mais on est en train de continuer ces études et bien sûr, pourquoi pas utiliser ce type de particules. J'ai deux questions. La première, ça concerne pourquoi y a-t-il deux groupes de capteurs? Je ne sais pas. On a déployé les capteurs dans la chambre et ils sont censés avoir les 10 la même réponse. Et une fois j'étais en train d'analyser les réponses, j'ai vu qu'il y en a une série de capteurs qui est beaucoup plus sensible sur les petites particules, car si on va après sur les classes de taille qui sont plus élevées, les concentrations sont proches, mais pour les petites particules, il y en a une grande différence. Et en plus, il y en a une différence de fluctuation du signal. Les 3 premiers capteurs, la fluctuation, elle est très petite par rapport aux autres capteurs. Peut-être qu'il y avait un problème, une différence dans l'algorithme de software et de hardware à l'intérieur de ce capteur. Et nous, on ne le connaît pas, car on a acheté ce capteur directement du commercial. OK. OK, il y a peut-être quelque chose, il y a du déterminisme quand même. OK. Et la deuxième question, quels sont les effets électrostatiques dans votre chambre?
Ah non, mais pour une question toute simple, hein, c'est que ces capteurs, je pense qu'ils sont en plastique. En dehors? Oui. Bah, ils ont un casing en plastique. Oui. Bon, bah voilà. Bah, les particules, quand elles se frottent dans la chambre, elles se chargent. Oui. Et après, vous avez des effets électrostatiques. Je laisse la parole à mon directeur. C'est tout, hein. Je sais pas. J'ai envie de vous dire, les pertes sont les mêmes pour tous les capteurs, donc pour la référence aussi. Il y a des pertes dans la chambre. Il y a des pertes par électricité. Oui, mais les pertes sont les mêmes que ce soit pour la référence, la mesure de référence, ou pour la mesure à l'intérieur de la chambre. Je suppose. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner, hein, on est preneurs. Gilles Forêt, Lisa, vous avez mentionné que vous alliez faire des études de sensibilité à l'humidité relative et à la température. Oui. C'est des expériences qui vont être menées par exemple dans la chambre Charme. Il y a possibilité de contrôler l'humidité et la température dans la chambre? Nous, on a fait l'expérience, mais pas dans la chambre Charme, dans une chambre de 200 litres, je pense. Je ne sais pas c'était combien. Elle est très petite et on a essayé à bien contrôler le taux de l'humidité relative, mais juste on n'a pas encore analysé les données. Mais ce n'était pas du tout dans la chambre Charme. D'accord, mais c'était dans une chambre. Dans une petite chambre. D'accord. Oui.